Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Quentin Bonnetin, récent champion du monde de descente en classique et qui a également été champion du monde de descente en sprint en 2014. Pratiquant également la course en ligne, on est bien évidemment revenu sur son parcours, mais aussi sur toutes ses réflexions pour performer. C'est vraiment un super épisode avec plein de pistes pour progresser. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Quentin et ses secrets. Salut Quentin, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, moi ça va très bien, au top. Il fait beau, il fait chaud, donc tout va bien. Est-ce que tu t'entraînes après ces championnats du monde victorieux en ce moment ? En ce moment, non, je fais pas grand-chose. C'est plutôt le temps au repos et puis aux vacances, on va dire en quelque sorte. Même si j'ai quand même du mal à poser à poser le palier, ou l'entraînement. Mais non, c'est pas dans un objectif de performance. Ok. Alors il y a la question un peu de base que je pose à chaque épisode, c'est comment tu as commencé le kayak ? Comment t'es venu cette passion ? Alors moi je suis un Ardéchois depuis tout petit. Voilà, je suis né dans un village vraiment dans les gorges de l'Ardèche. Donc voilà, mon père était entraîneur national de kayak, donc voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'ai toujours vu des champions, des kayakistes, enfin voilà. Et puis avec mes parents, on est toujours monté, on a toujours fait des rivières, donc voilà, depuis tout petit, je fais du kayak. Ok, je savais pas que ton père avait été entraîneur, il était entraîneur national de quoi ? De descente ? Oui, il était entraîneur national de descente à l'époque de Antoine Gauchy, Sabinola et voilà la bande Ah, là. Et donc voilà, il ah était ouais. directeur des équipes de France. Et puis après ça, et puis un petit peu avant, il était entraîneur, entraîneur de Antoine et Sabine voilà, à l'époque. Ah ouais, donc t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit en fait. Ah oui, bah oui, complètement. C'est vrai que voilà, je me suis inscrit au club de Vallon-Pont d'Arc à 7 ans, parce que c'est l'âge où on a le droit de s'inscrire, de prendre une licence. Mais avant, on me montre des photos de quand j'étais petit, dans un kayak, dans les gorges, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai toujours fait du kayak. Et quand on commence le kayak, entre guillemets, à Vallon-Pont d'Arc, en fait, on fait quoi ? On fait du slalom, de la descente ? On fait de la Alors course en oui, ligne ? non, alors on fait d'abord on fait beaucoup de slalom. Voilà, c'est quand même un club qui est plus un club de slalomeurs. Et moi, après, c'est vrai que la descente, ça en fait. Enfin, il y a quand même aussi slalom, descente. Et puis à l'époque, quand j'étais minime cadet, c'était l'époque où en fait il fallait faire un peu des deux. Il fallait faire un peu de slalom, un peu de descente pour faire
courses de minimes, de choses comme ça. Mais moi, j'étais quand même beaucoup plus slalomeur parce que tous mes copains, pareil, étaient plus dans le slalom. Donc, quand on montait sur l'eau, en fait, on faisait des mini descentes slalomées. On partait de Vallon-Pont d'Arc, on allait jusqu'au Pont d'Arc et en fait, on mettait 2 heures à descendre en faisant des stops à tous les rapides, des bacs, des surfs, des choses comme ça. Donc voilà, on appelait ça les mini slalomés. Et après, quand j'ai commencé à devenir cadet junior, et que j'ai commencé à faire plus de compétitions, j'ai mis plus de descente dans mon entraînement. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je préférais faire de la descente que du slalom. Voilà. Et d'où le côté où je suis parti vraiment en descente. Mais par contre, la course en ligne, inconnu au bataillon, je crois qu'il y avait quelques bateaux de course en ligne au Krebs de Vallon, mais je pense que la première fois que j'ai mis un pied dans un bateau de course en ligne, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Quand tu faisais, je reviens sur un truc que tu as dit, quand tu faisais les mini slalom de 2 heures, c'était en bateau de slalom que vous faisiez ça? Ouais, c'était en bateau de slalom. Ouais. Ah ouais. En fait, c'était quand même, au lieu de rester. Alors, je sais pas si tu es déjà venu à Vallon-Pont d'Arc. Une fois, j'ai venu une fois avec Sabine. J'avais fait une séance avec Sabine. D'accord. Est-ce que tu avais fait une séance de slalom dans le bassin de slalom? Non. En fait, voilà. En fait, au Krebs, il y a un bassin de slalom en béton là, où tu peux mettre des portes et tout. Mais pour nos éducateurs de l'époque, et puis même, je pense, pour les gamins, c'était quand même plus intéressant de partir de Vallon, d'aller jusqu'au Pont d'Arc et en fait de naviguer sur une rivière un peu naturelle où tu faisais des stops, tu pouvais en faire partout. Et c'est vrai que pour la lecture de rivière, pour jouer avec les vagues, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Et puis même pour la dynamique, c'est vrai que ça faisait un petit peu de kilomètres, ça faisait une descente sympa. Voilà, c'était plus sympa que de rester sur un bassin qui faisait juste 150 mètres de long. Et voilà. Donc non. Et après, en fait, c'est vrai qu'on faisait des descentes slalomées où on faisait à chaque fois des navettes et tout. Il y avait une navette organisée. Et après, quand j'ai commencé à faire de la descente, là plus pour de l'entraînement, je faisais pareil, des descentes jusqu'au Pont d'Arc. Mais l'avantage, c'est qu'après, je remontais en bateau. Donc comme ça, au moins, j'avais pas de navette à faire. En termes d'organisation, c'était beaucoup plus simple. Mes parents m'emmenaient au club et après, j'avais juste à faire 1 heure de bateau, un aller-retour et je descendais les rapides, je remontais les rapides. Et là, c'est pareil. Pour pouvoir apprendre à lire la rivière, enfin, je trouve que c'est l'une des meilleures écoles. Tu te fais la caisse et en plus, tu apprends à jouer avec le courant. Voilà. Est-ce que les compétitions sont arrivées rapidement pour toi? Est-ce que c'était une envie dès le début? Non, pas du tout. Non, les compétitions, elles sont arrivées super tard. Je crois que elles sont arrivées en cadet. Alors en cadet 1, je fais mon premier championnat de France. Je fais en slalom et descente. Je crois que je fais 20e dans les deux cas. Et après, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est quand même sympa de faire de la compète. Et en KD2, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'entraîner pour préparer des courses. Mais alors avant, c'était pas du tout la compète. J'aimais pas trop ça. Moi, j'allais au club de kayak, c'était pour voir les copains, j'allais sur les compètes, c'était pour être avec les copains. Mais après, j'étais pas trop à fond dans la compétition. Même, je me souviens quand j'étais petit, j'allais au club de kayak plutôt de mai à octobre. Voilà. Et après, je faisais de l'équitation ou du foot, du karaté l'hiver parce qu'il faisait trop froid pour que je monte sur l'eau. Après, ça a bien changé. Après tout ça, ça a bien changé. Mais voilà. Qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement entre KD1 et KD2 alors? Est-ce que avant les entraînements étaient pas du tout structurés, c'était que la rigolade entre copains et après t'as structuré ou comment ça s'est passé? Ouais, c'est complètement. En fait, c'est vrai qu'en KD1, je fais mes championnats de France et voilà. Je me souviens en plus c'était sur l'Allier, donc je suis quand même assez loin. Je fais 20e. Ça doit être Étienne Hubert qui gagne la classique et donc quand on voyait le bonhomme au bord de l'eau, on se disait est-ce que lui il est vraiment cadet ou pas. Voilà. et en fait c'est vrai que
j'avais comme voisin, j'avais la chance comme voisin, j'avais Sabine et Vincent Ola. Et, euh, et en fait, c'est vrai que après les championnats de France de cadet, je me suis dit, j'avais demandé à mon père, est-ce que tu crois que c'est possible que je demande à Vincent de m'entraîner un peu? Et voilà, il m'avait dit, bah, pose-lui la question. Donc, j'étais allé voir Vincent et je lui avais demandé, tiens, j'aimerais faire un peu progresser en kayak. Est-ce que tu crois que tu peux devenir mon entraîneur? Et vu que Vincent habitait à 200 mètres de chez moi, et puis que c'était quand même le champion de l'époque aussi. Enfin, il était encore en course en ligne, il n'avait pas encore arrêté sa saison. Enfin voilà, pour moi, c'était aussi un exemple, voilà, un monument du kayak puisqu'il avait fait les Jeux. Et puis voilà, c'était le champion du coin. Et il a accepté de faire mon entraînement. Donc du coup, il a commencé à m'expliquer un peu toutes les bases, les cycles d'entraînement, voilà, ce qu'il fallait que je fasse plutôt à l'entraînement, les séries qu'il fallait que je fasse, la puissance aérobie, la capacité aérobie, des choses comme ça. Et donc, ce qui était assez marrant, c'est que voilà, j'ai commencé à m'entraîner et là, je me souviens, j'avais un parcours au-dessus du Creps où en fait, je faisais des tours en bateau de descente. Et au début, je faisais 2 tours en 20 minutes et après, en fait, je faisais 2 tours en 10 minutes. Et du coup, je voyais vraiment la progression. Et voilà. Et du coup, à partir de là, à partir de KD 2, c'est Vincent qui a commencé à faire mon programme jusqu'en 2009. Voilà. Donc de 2005 à 2009. J'allais voir Vincent quasiment toutes les semaines pour mon entraînement et c'est là où vraiment j'ai commencé comme il dirait à faire du haut niveau voilà. Donc, Ouais, c'est quand même, je sais pas si c'est le coup de chance ou pas, mais le destin, mais tu te rends compte, t'habites à 200 mètres d'un couple de champions, quoi. ouais, C'est énorme, oui, quoi. oui. Après, c'est sûr que c'est sûr que c'est pour moi. C'est super bien. Après, je sais à Vallon, enfin en Ardèche, on a de la chance. Il y a plein de familles de kayakistes, de grands champions. Enfin, donc voilà. Mais c'est vrai que là, de tomber en plus sur Vincent, qui était en plus qui adorait ça. Enfin, je pense qu'il adorait l'entraînement, il adorait transmettre transmettre sa passion et c'est tombé sur lui et en fait ça en plus ça a super bien accroché. Alors après c'est vrai qu'avec Vincent c'était vraiment que sur le programme. Il montait quasiment, enfin il y avait aucun il y avait rien sur enfin il montait quasiment jamais sur moi avec l'eau, il montait jamais avec moi sur l'eau, mais c'était vraiment que sur la programmation et voilà, on se voyait une fois par semaine pour parler de ça. Donc, voilà. Et qui t'aidait techniquement alors? Comment tu Et faisais alors, pour ça? et alors c'est là où j'ai eu pas mal, pareil, j'ai eu pas mal de chance. Comme quoi, hein, la chance fait partie de l'entraînement. Mais en fait, donc 2015-2016, je suis à Vallon. Ensuite, en cadet. Ensuite, quand je pars à Aubenas, je suis au centre d'entraînement d'Aubenas. Et en 2006, il y a Maxime Clérin qui débarque au centre d'entraînement en tant qu'entraîneur du centre d'entraînement. Et en fait, là, on décide avec Vincent et Maxime que Vincent, ça reste celui qui fait mon programme d'entraînement et Maxime, en fait, c'est celui qui m'apporte des choses techniquement. Et c'est vrai que Maxime Clérin, à l'époque, il était champion d'Europe de descente. Voilà, c'était un des meilleurs descendeurs français qui passe là en tant qu'entraîneur du centre d'entraînement. Alors, et pour moi, c'est pareil. J'avais les yeux qui pétillaient parce que Maxime, c'était un exemple pour moi en bateau de descente. Et donc, en plus, c'était super bien que les trois soient d'accord que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que Maxime accepte que Vincent fasse la programmation.
et me fasse juste les retours. Donc en fait, moi, j'arrivais avec la séance que j'avais à faire et Maxime, voilà, me faisait des retours techniques. Et ça, c'était super bien parce que quand on partait sur les compètes, je partais avec Maxime et même sur l'approche des passages sur la rivière, de comment passer les passages, de comment pagayer, des choses comme ça. Et ben ça m'a énormément apporté à cette époque-là. Et du coup, j'avais deux spécialistes, un sur la programmation, un sur la technique, pour que je progresse au mieux. Et c'est vrai qu'en 2007, c'est là où je fais mon premier championnat du monde et voilà, et j'arrive à gagner mon championnat du monde de junior. Donc voilà, tout était tip top. C'est énorme, hein. Et donc, c'est-à-dire qu'en 2 ans, tu passes de la 20e place française, en gros, à la première mondiale dans ta catégorie, quoi. Si je comprends bien. Ouais, alors quasiment, ouais, 2004, 20e, 2005, je gagne les championnats de France cadet. Et 2006, je fais ma première année junior, je fais une médaille au championnat d'Europe. Et 2007, le championnat du monde et je gagne le championnat du monde. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est vrai que là, je vois en fait la progression. Et puis surtout, c'est en 2006 où je continue quand même aussi à faire pas mal de slalom. Et comme je disais, en fait, c'est vrai que en 2006, je gagne les championnats. Enfin, je suis quand même assez fort en descente, mais je crois pas que je fais les championnats de France parce que on était au championnat d'Europe. Mais au championnat de France slalom, je fais 10e, mais avec 10 touches de pénalité. Et du coup, je fais plein de pénalités, j'arrête pas de toucher, mais je vais quand même vite sur l'eau. Et en fait, c'est là où je fais un peu le déclic et de me dire, non, mais quand t'as choisi, enfin, la descente, je préfère la descente parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de porte qui permettent de te faire redescendre dans le classement. Donc, au bout d'un moment, quand tu fais ta course, si t'es fort, t'arrives en bas, t'es le plus fort. Si t'es moins fort, t'arrives en bas, voilà, c'est que tu t'es pas bien entraîné. Et en slalom, en fait, je voyais un peu cette injustice de touche où tu fais une petite touche de rien du tout, ça peut te passer de la première à la 5e place alors que tu étais le plus fort physiquement et tout. Et ça, pour moi, en descente, ça arrivait pas tant que ça. Donc c'est pour ça que vraiment, je suis parti sur la descente, Donc, Malgré le fait que le slalom soit olympique, t'avais quand même cette oui, envie de faire de la descente? ouais. Alors après, c'est vrai que quand j'étais petit, pour moi, il valait mieux être champion du monde que champion olympique, parce que champion du monde, c'était t'es champion du monde et champion olympique. Olympique pour moi, ça voulait pas dire grand-chose. Mais c'est vrai que je pense que c'est le fait d'avoir vu pas mal de grands champions passer à la maison, qui étaient des descendeurs et qui pour moi étaient des exemples. Et voilà, enfin moi je me souviens, j'avais Antoine, j'avais Boris Saunier, des personnes comme ça qui pour moi étaient des grands exemples et j'avais envie de faire comme eux. Et puis champion olympique, en fait, c'est vrai que je le voyais que sur le côté slalom avec Benoît Péché, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance en 2004 d'aller aux Jeux pour supporter Benoît Péché et puis Nicolas Péché. C'était les deux Ardéchois qui étaient aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que quand même, ça me faisait rêver ce côté olympique. T'es petit, tu vois ça, mais je pense que je l'avais pas vu en course en ligne, je l'avais juste vu en slalom et je savais que le slalom c'était pas la discipline qui me faisait le plus rêver. Donc c'est pour ça que peut-être je m'y suis mis tard à avoir un peu ce projet, cet avenir olympique parce qu'en slalom je me voyais pas du tout aller aux Jeux. Donc ouais. Peut-être j'aurais vu les courses en 2004 en slalom et un champion olympique français gagner en slalom ou des choses comme ça. Dès 2004, voilà, je me serais dit ah ouais, trop bien et tout, mais là voilà, je m'identifiais pas à ce que moi je faisais et ce que faisait Benoît Péché aux Jeux Olympiques. Donc même si j'étais le garçon le plus heureux du monde quand il gagne en 2004, c'était la fête, c'était trop bien. Donc voilà, mais bon.
Ton choix a été fait. Qu'est-ce que c'est le centre d'entraînement dont tu parlais? Le centre d'entraînement, en fait, c'est un centre. En fait, c'est en Ardèche. Il y a des ans. Enfin, ça fait depuis l'époque de Michael Fargier, je crois, où en fait ils ont le comité départemental a mis un centre d'entraînement pour les jeunes ardéchois qui venaient au lycée à Aubenas et qui voulaient s'entraîner. Au lieu d'aller sur des structures, de partir à Toulouse, alors à l'époque c'était peut-être Lyon, voilà, ou Nancy ou des choses comme ça. Et quand tu faisais ton lycée, tu pouvais venir, que tu étais ardéchois, tu pouvais venir à Aubenas et tu pouvais être pris dans cette structure. Et c'est une structure où il y a un entraîneur qui venait nous chercher quand on n'avait pas cours. Donc voilà, c'était ou l'après-midi ou le soir et qui nous emmenait à ce club où il y avait nos bateaux au bord de l'Ardèche et l'entraîneur nous faisait des séances. Donc voilà, et ça en fait ça perdure encore, hein, ça y est encore. C'est Tom Barr, je sais pas si tu connais Tom Barr qui est aujourd'hui le cadre du centre d'entraînement, mais voilà, c'est quand même pour nous Ardéchois, c'était quand même une chance énorme parce que ça nous évitait de partir à Perpète-les-Olivettes pour continuer l'entraînement et rester en Ardèche et avoir un suivi d'entraînement un peu plus de haut niveau que ce qu'on avait dans notre club. Ouais, donc en fait c'est une sorte de sport-études mais sur place, si je comprends bien. Oui, après, il y avait pas forcément d'aménagement avec le lycée. En tout cas, moi, avec mon lycée, j'avais aucun aménagement, mais c'était vraiment après les cours ou dès qu'on avait des cours qui sautaient, on appelait l'entraîneur et s'il était disponible, il pouvait venir nous chercher pour aller s'entraîner. Mais oui, après, oui, voilà, c'était un peu un mini pôle. Alors, j'y connais pas grand. Enfin, je me souviens plus des noms spécifiques quand on veut dire pôle ou structure de haut niveau ou des choses comme ça. Mais voilà, c'était un peu à l'époque on appelait ça un centre d'entraînement. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'au moment où tu vas voir Vincent pour la planification, est-ce que tu mets également en place un entraînement annexe autour, comme de la musculation, des footings, de la natation ou autre? Eh ben oui, voilà, ouais, c'était ça. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais 2 fois du bateau dans la semaine, quoi. Enfin 2-3 fois. Je pense que c'était le mercredi, le vendredi soir et le samedi. Voilà, si on se retrouvait avec les copains. Donc c'était quasiment que du bateau. Et après, avec Vincent, oui, là on a commencé à mettre des muscus et à mettre de la PPG. En sachant que c'était quand même assez simple, hein. C'était et je crois il y avait 4-5 fois du bateau dans la semaine, avec quand même beaucoup d'aérobie, et puis il devait y avoir une puissance aérobie, style d'une 4x4, et puis une capacité aérobie, style d'une 4x10 minutes, voilà. Et après, de la muscu, il devait y avoir 2 muscus par semaine, et c'était que de la FE. Moi, de toute manière, avec Vincent, je ne faisais que de la force endurance. C'était FE, FE, FE. Voilà. Il y avait rien d'autre. Je pense pendant les 4 ans que j'ai fait avec Vincent, je n'ai fait que ça. Ah, t'étais résistant après alors. Résistant. Ouais, après, c'est vrai que en fait après lui, il m'avait vraiment expliqué le schéma de la pyramide. Alors c'était à l'époque, hein, c'était vraiment, mais voilà, que la FE c'était la base de la pyramide et qu'après, quand tu avais une base solide, tu pouvais faire de la puissance, voilà. Et après, quand tu avais cette base de puissance, tu pouvais faire de la force. Mais la force, après, c'est arrivé plus quand j'étais en junior, voilà, à peu près en junior, où j'ai commencé à faire ces blocs puissance force. Mais en cadet, c'était que de la FE. C'est là où je découvrais en fait tous ces exercices possibles et imaginables qu'on pouvait faire en salle de muscu. Donc, quand tu dis force FE, donc force endurance, ça veut dire que c'est des séries de combien, de 20, 30 reps? Oui, ouais, alors c'est vrai que je me suis rendu compte que je m'étais trompé, enfin que le langage était un peu mauvais quand on parlait avec un spécialiste de la musculation, mais oui, c'est force endurance, tu sais, c'est
C'était des circuits. Alors, il y avait 10 exercices de 40 répétitions et enchaîner ces 10 exercices 4 fois. Voilà. Ok, ouais, donc ouais, c'est sacré circuit, quoi. Là, vraiment cardiaquement, tu manges, quoi. Oui, voilà, c'était ça. C'était les séances, ça durait pas longtemps. Hein, ça durait 45 minutes, 50 minutes, parce qu'à chaque fois, à la fin du tour, on mettait 2 minutes deux minutes de récup. Mais voilà, ça durait 45 minutes à enchaîner. Voilà, tout plein d'exercices abdos, jambes et puis il y avait toujours un exercice voilà du développé couché et de tirage planche, mais après le reste c'était pas forcément, enfin voilà, c'était pas très lourd et c'était des exercices qui touchaient vraiment à tout. Et est-ce que tu penses que d'avoir fait beaucoup de force endurance à ce moment-là, est-ce que tu ressentais un manque de force sur l'eau, ou justement comme tu étais en pleine bourre et que ton entraînement s'était un peu professionnalisé, on va dire, tu ressentais pas peut-être ce manque de force? Non, je sais pas trop. Après, ça remonte à un moment. Après, euh, c'est vrai que moi, en descente, moi, mon objectif, enfin, j'avais comme objectif, c'était vraiment d'être fort en classique. Donc, c'est vrai que c'était un effort qui était plutôt un peu long. Et donc, je pense que ce genre de muscu, ça allait bien pour ce genre d'effort. Après, la force, l'explosivité, je la, je la retrouvais plus quand on faisait des séances spécifiques au sprint de descente. Voilà, avec de la vitesse ou avec oui, quand il y avait des séances un peu de frein ou de choses comme ça. Mais en muscu, je crois que je me suis jamais trop posé la question. Moi, j'avais entièrement confiance en Vincent et en ce qu'il me faisait. Donc voilà, je sentais pas ça. Non, je pensais pas que je sentais ce manque de force. Ok. Une fois que tu es champion du monde junior, est-ce que c'est l'objectif ensuite de devenir champion du monde senior pour concrétiser Oui, un peu ton rêve? ah oui, oui, complètement. Là, je suis dans cette dynamique-là. Et en fait, je me souviens, en plus, donc en 2007, quand je gagne, c'est là où donc je suis encore au lycée et puis j'ai mon bac et là c'est là où je veux partir en licence STAPS et en fait je veux partir à Toulouse. Sauf que j'ai pas le droit d'aller à Toulouse parce qu'à l'époque la France est découpée en quatre par rapport à la fédération kayak et en fait moi je suis dans le bloc de l'Est et donc je dois partir à Nancy. Et moi, je veux aller à Toulouse, mais je peux pas aller à Toulouse. Donc, du coup, euh, on met, voilà, on insiste pour que je parte à Nancy. Et moi, je décide quand même de pas partir à Nancy et je décide de partir à Lyon. Et du coup, à Lyon, je me retrouve tout seul. Mais il y a un autre descendeur, Rudy Gérard à l'époque, qui est senior, qui est un des meilleurs Français en senior, qui s'entraîne à Lyon. Et voilà, et je me dis, bah c'est pas grave, je vais aller à Lyon. Je me retrouve un peu tout seul, mais comme ça, je pourrais m'entraîner avec Rudy. Et là, du coup, je reste 2 ans à Lyon pour m'entraîner un peu avec Rudy dans et voilà. Et en fait, je garde un peu cette dynamique d'être avec un senior et de vouloir aller aussi vite que lui pour aller sur un championnat du monde. Et voilà. Et bon, et après, c'est l'époque où quand je vais à Lyon, je me blesse. Je me fais une fracture de fatigue à une côte là. Et donc, je fais une pause pendant 6 mois qui me permet pas forcément de faire les sélections équipe de France senior. Et voilà, où je me remets un peu enfin, en cause dans mon entraînement et tout ça. Et après, bah, ça va mieux. Et après, j'arrive à partir à Toulouse parce que du coup, ces frontières elles sont supprimées et Fred Réberol, voilà, me demande si je veux bien venir à Toulouse, m'entraîner avec lui et du coup, je me dis trop bien, je peux venir à Toulouse et du coup, je vais à Toulouse.
Si Fred écoute ce podcast, il est bien évidemment toujours le bienvenu dans le podcast. Ah oui, bah oui, j'ai vu qu'il était, Il n'est pas dans ma avait pas liste, encore parlé. mais Ouais. j'envoie des messages régulièrement. Donc, Ouais, mais si, mais il viendra, il viendra. bah, Alors, bah, parce que je pense, j'espère, parce que pour moi, je pense, du coup, après, je vais à Toulouse et après, en fait, c'est là où je découvre Fred comme entraîneur et puis, pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs. Donc voilà. voilà, là, c'était pas une belle invitation. Ouais. Je reviens sur Lyon. Tu te blesses. Est-ce qu'à ce moment-là, tu fais des études en parallèle ou c'est où tout ton monde s'écroule, quoi? Non, non, non. Bah, en fait, je suis en STAPS, donc je fais mes études de STAPS là pendant les 2 ans. Alors non, après tout mon monde s'écroule pas. Comment je En fait, je pense que j'arrive bien c'est là où en fait je découvre que c'est quand même bien d'aller voir le kiné, d'avoir un peu un suivi médical que j'avais pas du tout avant et que j'avais pas du tout en tête, voilà, que il fallait faire ça. Donc en fait, ça me permet de rencontrer des kinés et après en fait, je prends conscience que c'est quand même pas mal de faire un suivi comme ça. En plus, après, je vois une sophrologue pour travailler un peu le mental. Parce qu'avant, les préparateurs mentaux, ça n'existait pas beaucoup. Donc, je voyais une sophrologue et on travaillait un peu la visualisation de l'entraînement. Et voilà, et ça permet de travailler d'autres choses. Et en fait, non, j'ai pas l'impression de perdre. Au contraire, je pense que quand on se blesse, des fois, on trouve un peu des nouvelles solutions, des nouvelles choses pour progresser. Et donc, et après, en fait, quand j'arrive, puisque je me blesse, je crois, au mois de l'hiver, au mois de décembre, et bon, arrivé aux sélections équipe de France senior, ben voilà, je suis quand même un peu loin pour jouer avec les meilleurs seniors, mais arrivé l'été, il y a les championnats de France, j'arrive à faire des podiums chez les seniors. Donc voilà, je me dis, en fait, c'est super, je suis super content, je joue avec les meilleurs Français. Donc, donc l'année prochaine, ça peut jouer et donc non, je perds pas du tout la motivation et je découvre de nouvelles choses. Donc voilà. Et surtout, je pense que au bout de 2 ans à Lyon, en fait, Fred me dit que je peux venir à Toulouse et voilà, ça me donne encore une motivation parce que après, je sais que je vais être en structure, que je vais avoir un coach au quotidien, que je vais être avec d'autres athlètes et donc ça, en fait, c'est super motivant. C'est super motivant. Donc voilà. Il y avait un gros groupe d'athlètes à Toulouse en descente. Alors ouais, en descente, oui, bah oui, il y avait un gros groupe d'athlètes et puis en descente et en course en ligne. Et donc du coup, ça faisait qu'il y avait un groupe d'athlètes qui était euh, qui était conséquent et il y avait une dynamique, il y avait une super dynamique. Surtout que moi, je me souviens, j'étais en coloc avec Sixtine Malater, qui était une descendeuse française, qui faisait partie des meilleures descendeuses de l'époque. Et j'étais avec Henrik Consulo, qui était un slalomeur, et puis Étienne Hubert. Donc du coup, on avait cette coloc-là de sportifs, voilà, de sportifs, et puis qui venait un peu de tout horizon, slalom, descente, course en ligne. Et donc, voilà, déjà, rien que la coloc, c'était super bien. Alors après, voilà, quand tu te retrouves avec des Loïc Vinissal, qui a été champion du monde de descente, des Arnaud Ibois, des Sébastien Jouve. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des athlètes, puisqu'Arnaud, il faisait de la course en ligne, mais bon, c'était quand même un descendeur. Donc du coup, le fait d'échanger, de partager, de faire les muscus avec eux, de faire du bateau avec eux. Enfin, moi, ça a été un plus énorme et une chance, une très grande chance, je pense.
Est-ce qu'à ce moment-là, comme justement, tu parles de pas mal de gars qui font de la course en ligne, est-ce que tu fais un peu plus de course en ligne ou tu restes malgré tout en bateau de descente? Non, ouais. Quand on arrive à Toulouse, du coup, on fait pas mal. Enfin, je me souviens à l'époque que quasiment de septembre à janvier, fin décembre, là, on fait quasiment que de la course en ligne. On fait énormément de courses en ligne. Comme ça, en fait, ça permettait de naviguer avec Arnaud et Seb. Et puis pour faire aussi naviguer en groupe, on faisait de la prise de vagues, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'à cette période, on faisait quasiment que de la course en ligne, même si voilà, dans la semaine, on devait faire quand même deux, trois séances de descente, puisqu'on partait des fois à Foix, ou on allait sur le bassin à Toulouse, un petit bassin d'eau vive là qu'il y a au niveau du pôle, pour faire des séances un peu spécifiques dans l'eau vive. Mais voilà, on faisait des séances d'eau vive. Là, on était en bateau de descente. Mais après, dès qu'on était sur le plat, on montait en course en ligne. Et après, à partir de janvier, là, par contre, on posait le bateau de course en ligne et on faisait que de la descente pour retransmettre là-dessus. Et c'est vrai que là, bah moi je trouvais ça assez bien parce que bah déjà ça permettait d'être avec d'autres athlètes, de partager et puis voilà et de changer un peu de discipline. Ouais, moi ça me faisait, enfin j'aimais bien ça me dérangeait pas et du coup cette cette façon-là me plaisait bien. Donc voilà. Et justement, le fait de monter en course en ligne plus que ton habitude, est-ce que tu arrivais justement à suivre les meilleurs Français sur l'eau, où tu te dépouillais dans leurs vagues et tout, c'était c'était l'entraînement à la mort, quoi? Non, c'est vrai qu'au début c'était quand même c'était pas facile à suivre. Les premières années quand même Arnaud et Seb allaient quand même super vite et puis Étienne aussi allait quand même très vite. Mais après voilà, quand tu es dans la vague, c'est vrai que c'était quand même un peu plus facile. Enfin, voilà, je restais dans la vague et du coup j'arrivais à tenir. Mais les premiers 2009-2010, c'était pas facile. Est-ce que justement, également, je vais te poser la question sur le passage descente course en ligne, t'as pas eu de problème de stabilité ou autre, étant donné que en descente, bah, t'es beaucoup plus bas, tu moulines beaucoup plus les bras. Est-ce que là, en course en ligne, ça allait? T'avais pas de difficultés? Non, bah, si, au début c'était quand même pas facile, même rien que la pagaie qui est quand même c'est deux fois, non pas deux fois plus grosse, mais c'est quand même un peu plus gros et puis certes la stabilité en bateau est quand même un peu différente, mais je pense après à force de faire des séances et puis d'être sur un joli plan d'eau comme à Toulouse qui était quand même il y avait pas beaucoup de vagues et tout. Ça allait, mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, j'ai du mal à me rappeler que j'avais vraiment de grosses difficultés de stabilité. Mais non, pas tant que ça. Ça allait assez bien en termes de stabilité, en termes de stabilité. Quand tu es à Toulouse avec tout ce groupe d'athlètes, est-ce que c'est l'entraînement classique des ligneux, à savoir 2 séances par jour, 6 jours par semaine pratiquement, que tu suis? Ouais, c'est quasiment ça. Alors après, c'est Fred lui qui nous fait les séances. Celle des ligneux, c'était Jean-Pascal Crochet. Celle des descendeurs, c'est Fred. Alors après, c'est vrai qu'on avait, je pense, une chance aussi énorme d'avoir deux entraîneurs qui étaient main dans la main. Enfin voilà, qui faisaient l'entraînement, enfin qui discutaient énormément, qui s'entendaient très bien ensemble. Donc du coup, c'est vrai que c'était quand même les entraînements. Je pense ils discutaient des fois entre eux pour caler un peu les mêmes séances dans la semaine et que on se retrouve à faire la même séance que les ligneux ou que les ligneux fassent la même séance que les descendeurs. Donc du coup, c'est ça qui était super bien, mais quand même. Comme je te disais, à des moments, nous, on avait des séances spécifiques un peu plus décentes où on allait faire de l'eau vive
Et comme les ligneux, au bout d'un moment, quand ils faisaient des EB2 ou des EC, nous, on faisait peut-être pas en course en ligne parce que là, on se prenait cartouche. Hein. Dès qu'ils partaient sur des EC des 250 mètres ou des 500 mètres et que la vague, au bout de 100 mètres, t'étais plus dans la vague, tu te retrouvais dans les vagues derrière. Au bout d'un moment, tu pouvais plus rien faire. Donc voilà, moi je me souviens que c'était vraiment sur les séances aérobie où on était avec les lignes. Donc voilà. Combien de temps tu mets avant de devenir champion du monde de descente et de réaliser ton rêve alors, une fois que tu es à Toulouse? Une fois que je suis à Toulouse, je mets, j'arrive en 2009 et je suis champion du monde en 2014. Donc 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 6 ans. Ouais, voilà. Ok, 6 ans. Et est-ce que pour toi c'était long, 6 ans pour devenir champion du monde? Comment quand t'as vécu ces années-là? Parce que tu t'entraînes à fond. J'imagine que là, t'es sur les listes, donc t'as un emploi du temps aménagé. Donc tu vis presque que pour ça, j'ai envie de dire. Et Ouais. ça met 6 ans. Comment ça se passe? Ouais, et ben c'est vrai que c'est long, mais après c'est vrai que ma première sélection en équipe de France c'est en 2010, et du coup en fait je me sélectionne au championnat du monde en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, et je gagne en 2014. Et c'est vrai que je me souviens en 2013. Je dois faire 4 ou 5 au championnat du monde. Et là, je viens voir Fred et je lui dis non mais là Fred, j'en ai marre. Je fais toujours, je suis au pied du podium ou j'arrive pas à faire de médaille ou voilà, je gagnerai jamais. J'ai pas envie de voilà, je vais arrêter et je vais me mettre à la course en ligne, voilà, parce que j'avais envie de changer. J'en avais marre de faire de la descente et je me dis. Et là, je me souviens, Fred, il me dit, très bien, c'est ton choix et tout, mais voilà, moi, je pense que c'est dommage. T'as énormément progressé. Enfin, t'as trouvé des nouvelles choses cette année. Moi, enfin, mon avis à moi, ce serait que tu continues encore une année pour que ce que tu as trouvé cette année-là, et ben voilà, que ça concrétise l'année d'après. Et donc, du coup, bah voilà, moi, je me dis, bah très bien, je continue encore un an. Et du coup, bah en fait, j'ai bien fait de continuer un an parce que l'année d'après, bah, je gagne des championnats du monde en sprint. Euh, donc voilà, ouais. Ouais. Et alors qu'est-ce que t'avais trouvé durant cette année 2013 qui t'a aidé pour 2014? Donne-moi tes secrets. Ouais, et là, c'est la question. J'aimerais bien savoir. Alors après, c'est vrai que je pense que cette année-là, je sais qu'en sprint, ça allait très bien. Je faisais des super sprints. Je sais que j'arrivais, mon bateau avait une super pointe de vitesse. Euh, en fait, sur l'eau, je naviguais super bien. Les courses, toutes les courses que je faisais dans l'année. Et puis, je pense que c'est ça en fait qui voulait essayer de me faire comprendre, c'était que un peu sur toute l'année 2013, eh ben, j'avais trouvé de la progression, c'est-à-dire que j'avais réussi sur des courses à faire des bons résultats, sur des chronos à l'entraînement, et en fait tous ces petits points, tous ces progrès que je faisais tout au long de l'année, et ben en fait ils étaient ça allait de mieux en mieux, et sauf que arrivé au championnat du monde, là où tu as envie que ça se concrétise, et ben ça s'est pas concrétisé, mais c'était pas loin parce que ça joue à quelques centièmes à chaque fois et tout, et pour Fred en fait il manquait il manquait le petit truc en plus qui faisait que ben voilà ça pouvait gagner, et je pense ben pour lui il voulait essayer de me faire comprendre que ce petit truc en plus, peut-être, et il fallait encore un an pour aller chercher ça, et voilà. Mais de savoir ce que c'est exactement, je sais pas du tout. Je pense, que c'est sur de la confiance, sur peut-être le fait que
que quand on prend le départ, voilà, on sait qu'il peut rien nous arriver et qu'on va devenir invincible, on va dire en quelque chose. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti en 2014. Alors, le truc, c'est qu'en 2014, je la première course que quand même, ça a commencé au championnat du monde, ça a commencé par la classique. Et pour moi, la classique, c'est la course qui me fait rêver. Enfin, pour moi, on est champion du monde de descente si on gagne en classique. Voilà. Enfin, pour moi, c'était un peu ça à l'époque. Et sur la classique, je fais 10e. Donc, je passe complètement à côté de ma course. Je suis hyper déçu. Voilà, je suis dégoûté. Et 2 jours après, il y a la course sprint. Et du coup, je sais que pendant ces 2 jours qui arrivent, en fait, je me dis non mais là, Quentin, tu t'es pris la tête à vouloir devenir champion du monde de classique. Au bout d'un moment, là, arrête de te prendre la tête. Et je me souviens même au petit déjeuner, il y avait des croissants, des trucs comme ça. Jusqu'à la course classique, j'ai jamais touché à un pain au chocolat et tout. Le lendemain, je mangeais des pains au chocolat. Enfin voilà, je me faisais plaisir. Je me faisais plaisir. Et c'est vrai que jusqu'au départ de ma course, même jusqu'à l'arrivée de mon sprint, c'était que du plaisir, que du plaisir, que du plaisir. En plus, à l'époque, à l'arrivée de la course, il n'y avait pas les résultats qui s'affichaient. Donc, tu arrives en bas de la course. Là, j'ai attendu, je pense, 10 minutes. Enfin, parce qu'après, il fallait faire un grand détour, débarquer. Et j'avais commencé à marcher à pied. Donc, c'était au bout de, je pense, 7-8 minutes que là, ma sœur arrive en me disant « Ah, Quentin, t'es champion du monde, c'est toi qui as gagné et tout. » Donc, mais juste avant, voilà, c'était que du plaisir. J'arrive en bas de la course, je me dis non mais là t'as fait une course, c'était trop bien, tu t'es trop amusé, c'était Walibi, voilà, c'était Walibi et pour moi en fait c'était l'état d'esprit dans lequel il fallait être depuis le début ces championnats du monde et pas vouloir gagner, vouloir faire une perf, voilà, c'est ce que je m'étais dit ouais, et voilà. Donc tu deviens champion du monde de sprint et pas de classique alors? Non, et du coup, je deviens champion du monde de sprint et pas de classique. Et en fait, c'est là où je me rends compte que que pour gagner, en fait, il faut aussi surtout vouloir s'amuser, il faut surtout vouloir prendre du plaisir, il faut surtout et en fait prendre du plaisir et s'amuser, peut-être que ça permet de jouer encore plus avec toutes les armes qu'on a. Et là, c'est sûr que les armes que j'avais du moment aussi, je sais qu'en sprint, j'étais fort, que ça allait bien. Et là, j'ai réussi à les exprimer à 110% parce que je gagne. Donc voilà. Par la suite, est-ce que tu te mets ce coup-ci vraiment la course en ligne? Et du coup, en 2014, je réalise mon rêve, voilà, être champion du monde de descente. Et et je me dis, donne-toi un nouveau projet, ce projet olympique en course en ligne. Et du coup, je me mets à fond en course en ligne. Et là, t'es toujours à Toulouse alors? Et là, je suis toujours à Toulouse. Je suis toujours à Toulouse et donc c'est toujours Fred qui s'occupe de moi en 2015 et donc là je prépare plutôt le 1000 mètres. Et en fait je me souviens en 2015 là le 1000 mètres je trouvais ça trop dur. Arnaud et Étienne allaient vraiment vite. Sur les séances je me prenais des branlées. C'était vraiment dur. Et donc du coup juste après les piges en 2015, je me dis non mais là en fait moi j'ai pas envie de faire du 1000. En plus j'ai gagné en sprint sur un parcours de 40 secondes, donc j'ai envie de me mettre aux 200 mètres à fond. Et à partir de là, je me mets à fond aux 200 mètres
et j'arrête de faire de l'aérobie. Je fais 5-6 muscu par semaine, 5-6 bateaux, que de la vitesse, que du sprint, quasiment plus d'aérobie. Et je prends, je pense, 10-12 kilos. Oh putain, tu prends 10-12 kilos, mais tu faisais Ah ouais, combien, je pense. tu faisais combien alors? Non, mais je pense à l'époque, je pesais 82 kilos et je fais 82, 83 et je monte à 95 kilos, ouais. Ah ouais, putain, tu mesures combien Ah maintenant? ouais, je mesure 1,84. Ah ouais, putain, t'étais un sacré gabarit là, hein. 95 Ouais, kilos, ah ouais. mais après, je prenais aussi pas mal de, de comment, ça fait de la rétention d'eau là. Ouais, tu prenais de la créatine? De la créatine, ouais. Je sais que le jour où j'ai arrêté de prendre de la créatine, j'ai vite perdu des kilos et j'ai vite dégonflé. Mais voilà, mais en tout cas, Et alors, euh, est-ce qu'au 200, t'étais une fusée ou pas? Bah, avec tout ça. eh ben non, non. Alors après, quand même en 200, j'arrive en 2016 à aller à faire une finale. Enfin voilà, lors des sélections des sélections olympiques là, j'arrive à rentrer en finale. Donc j'étais quand même assez content de faire une finale, mais bon, je fais dernier ou avant-dernier de la finale. Donc voilà, j'étais quand même loin. En fait, il y a quand même euh, il y avait quand même un certain monde entre tout ça, mais voilà, en fait, c'était à l'époque où j'avais plus forcément envie de m'entraîner à fond, à faire des kilomètres en bateau et passer des heures. J'avais plutôt envie de faire des séances plutôt courtes, mais voilà, où tu soulevais, tu faisais et faire plutôt de la muscu. Donc voilà, je pense que ça j'ai bien réussi à faire, mais après sur l'eau ça s'est pas concrétisé, ça a pas bien marché. Est-ce que Mais tu allais plus vite sur l'eau avec ces 10 kilos de prix ou pas? Moi, j'ai l'impression que quand je suis un peu plus lourd, bah, je suis un peu moins, qu'après, pas sur du sprint, hein, je fais pas ça, mais, donc, ouais. d'être un peu moins bon, quoi. Est-ce que toi, ces 10 kilos de plus, tu sentais que ça t'apportait un gain? Est-ce que tu as gagné, je sais pas, 1 ou 2 secondes sur ton Bah 200? après, enfin, je sais à l'époque, oui. Enfin, je suis jamais allé aussi vite en 200 à ces moments-là. À ces moments-là, le seul truc, c'est je pense que l'un de mes meilleurs temps, c'était autour des 36. Enfin, je suis jamais descendu en dessous enfin, je pense que c'était 36 et des brouettes. Je suis jamais descendu en dessous des 36 et tout ça. Alors que tu vois, les meilleurs, Max, il était largement vers les 35, voire en dessous, avec des bonnes conditions. Donc du coup, c'est là où moi je faisais mes meilleurs temps. Je sentais que ça allait quand même super vite, que j'avais des pointes de vitesse élevées, mais non. Après non. Ça. Et puis c'était pas. Peut-être qu'aussi j'avais pris en muscle et tout, mais j'étais pas sec, j'étais pas hyper sec, j'étais un peu du coup grassouillé, donc j'avais encore du poids à perdre, je pense et ça c'est vrai que ça a été pendant un moment un problème où je voulais être sec, mais hyper costaud et ça j'avais beaucoup de mal à y arriver. Ouais, c'est normal, mais j'allais dire, est-ce que c'est pas le pain au chocolat que tu prends le lendemain de la classique qui fout tout en l'air, justement, qui fait que tu te fais plaisir? Ouais, bah oui, peut-être, hein, peut-être que c'était ça, peut-être que c'était ça. Et alors après, je sais que pendant un moment, je faisais attention à mon alimentation, mais je voyais quasiment pas d'effet. Et en fait, le seul effet où mon poids a changé et tout, en fait, c'est quand j'ai décidé d'arrêter mes bêtises, de faire du 200 mètres à fond, faire de la muscu et manger des pains au chocolat. Enfin non, et faire de la muscu et faire des petites séances. Et qu'en fait, j'ai voulu refaire ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire du long, de l'aérobie, d'aller courir, faire des footings un peu longs, du trail, et puis de l'AFE en muscu. Et là, du coup, j'ai repris un peu un corps athlétique. Et après, quand je me suis vraiment lancé à vraiment préparer le 1000 mètres, et en fait, où je me suis rendu compte, non, mais en fait, le 1000 mètres, c'est trop bien.
C'est là où en 2019, je me suis vraiment posé cette question-là. Je crois que j'ai perdu 10 kilos, 10 kilos en un mois, hein, quasiment. Mais est-ce que tu as gardé avec parce que tu avais pris, j'imagine, pas mal de force avec ces 10 kilos. Quand tu as perdu ces 10 kilos, est-ce que tu as gardé quand même un gain de force sur les barres, par exemple? Non, enfin, le truc, c'est que en 2000, quand je veux me remettre au 1000 mètres, en 2019, je fais quasiment que de la force endurance et un petit peu de puissance, mais quasiment plus de force. Et du coup, je me rends compte que tu vois, faire des fois des 6 fois 10 reps à 105 kilos, j'arrivais à le faire. Mais voilà, c'était dur. Mais par exemple, quand je faisais de la muscu à fond, voilà, j'arrivais à mettre peut-être pas 105 kilos, mais 110 kilos. Enfin, je mettais quelques kilos de plus, mais pas beaucoup plus. Et du coup, je me rendais compte que j'étais un peu en dessous de ce que je faisais à l'époque, mais j'avais pas complètement perdu. Après peut-être maintenant, là, j'aurais tendance à dire que j'ai pas mal perdu en force, mais est-ce que c'est vraiment utile d'être fort en force pour faire de la classique ou du 1000 mètres? Enfin, c'est des questions que je me pose encore ce genre de questions là dans l'entraînement. Mais est-ce que soulever 140 kilos, c'est vraiment utile pour être fort en 1000 mètres? Par contre, soulever 80 fois 50 kilos ou 100 fois 60 kilos, là, c'est peut-être plus efficace et plus logique pour aller vite sur 1000 mètres. Donc, voilà. J'ai une référence qui me revient, c'est un petit bouquin, je sais plus quelle édition c'est, ça s'appelle La Force, et il y a Michel Pradet qui est co-auteur dedans, donc un ponte de la préparation physique, et dedans ils prennent l'exemple des perchistes, et d'après leurs recherches, ils avaient remarqué que quand les perchistes faisaient au-delà de 130 au développé couché, et donc qui impliquait une certaine masse musculaire, en fait ils perdaient en efficacité en fait. Donc ils se sont dit il y a un certain niveau de force à avoir, et au-delà, en fait t'as pas de gain, et c'est même parfois plutôt néfaste. Et donc il s'était dit voilà, et donc je crois j'ai plus tout le bouquin en tête, c'est un tout petit bouquin mais qui est hyper intéressant, un petit bouquin jaune. D'accord. Et ils en parlaient, et je pense que c'est un peu pareil en fait. Une fois que tu as un certain niveau de force, si tu dois te dépouiller pour gagner, je sais pas, on est en muscu, tu fais 6 x 10 à 100, puis tu te débouilles pour faire 6 x 10 à 105. Est-ce que finalement ton 6 x 10 à 100 te suffit pas, et les 5 kilos que tu vas aller chercher vont pas te fatiguer plus qu'autre chose en plus? Non mais oui, tu vois? Non mais oui, mais enfin, je pense que là-dessus, des fois, on n'est pas assez précis ou peut-être qu'on a besoin d'être plus précis là-dessus. Enfin, c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles on peut gagner et comprendre et comprendre encore mieux. Mais après, moi, à partir de là, en fait, je suis vraiment parti dans l'optique que ce qui était vraiment important, c'était faire du bateau. Et pour aller vite en bateau, en fait, il fallait faire du bateau et avoir une caisse de malade. Et en fait, je me suis plus mis à courir et à faire des kilomètres en bateau et en fait faire un peu de la muscu spécifique, à faire pas mal de freins, à faire des choses comme ça. Et après, moi, je faisais quasiment que du circuit training. Enfin, voilà, je me suis remis quasiment que à ça et à faire beaucoup moins de muscu orienté force. Voilà. Ouais, je pense que tu as bien fait. Et t'as été jusqu'à quel niveau au 1000 mètres? T'es descendu à combien en termes de temps? Alors ça, je peux pas te dire. Je regarde jamais le temps parce qu'en fait, pour moi, ça me parle pas trop parce que parce que ça change tellement en fonction de la saison au moment où tu fais. Moi, en fait, ce qui me parle, c'est surtout la place quand tu arrives et puis l'écart que tu te prends par le premier. Et en fait, je sais que en 2019, quand je décide de me remettre au 1000, je me prenais 15-16 secondes par Étienne Hubert. Et là, cette année, Étienne n'était pas là, mais je me prends 3 secondes par Guillaume. Donc voilà, je vois en fait,
je vois en fait que la progression, elle est quand même, il y a une progression. Que par exemple cette année, ben voilà, je passe pas au pige de course en ligne, mais en fait, je suis vraiment pas loin des meilleurs. Et du coup, après, ça me donne une motivation de me dire, eh ben voilà, bon, t'es encore à 3 secondes, c'est quand même loin, mais t'es pas à 10 secondes. Et donc, c'est encore peut-être avec du travail, avec de l'envie, avec de la motivation et surtout ouais, l'envie d'y croire. Et ben, pourquoi tu pourrais pas y arriver, comme devenir champion du monde de classique. Ah Donc ouais, voilà. t'es vraiment pas loin là. Il y a 3 secondes. Et t'as quel âge là, Non, Quentin? T'as quel age là? là j'ai 33 ans. Ah ouais, donc Non, bah après, pardon aux vieux qui m'écoutent, mais t'as encore un peu de marge. ouais, ouais, oui, ouais, c'est vrai qu'à ça, par rapport à certains, oui, ça va. Mais oui, oui, enfin après, après, c'est vrai que moi, en fait, tant que je vois qu'il y a du progrès et que ça progresse un peu, et ben en fait, ça me donne de la motivation pour, je pense, pour aller, pour continuer. Et là, certes, je suis pas passé, donc on pourrait dire que c'est un peu un échec, mais vu que je me suis battu avec Cyril sur la ligne d'arrivée et que c'est Cyril qui passe, bah voilà, parce qu'à ce moment-là, il était plus fort et puis c'est enfin la force de Cyril de ses finishes de ouf qui fait que il passe devant et voilà, mais pour moi en fait ça me motive. Enfin, je me dis c'est trop bien, c'était pas loin, et il y a encore du travail, il y a des choses à aller chercher et à progresser et ça me motive et puis surtout sur le côté aussi ben peut-être qu'est-ce que tu pourrais travailler un peu plus en muscu, en course à pied, en voilà et je sais que par exemple, en 2000, parce qu'en 2015, Fred, il m'entraîne. Ensuite, en 2016, c'est Jean-Pascal Crochet qui m'entraîne, 2016, 2017, jusqu'en 2018. Après, en 2018, vu il est def, il a quand même beaucoup moins de temps à l'entraînement. Et puis moi, en fait, en 2018, je pars de Toulouse. Et en fait, là, je me retrouve un peu tout seul et c'est moi qui me fais mes propres programmes. Voilà, je fais mes programmes et tout. Et du coup, en fait, je trouve ça quand même hyper intéressant et de faire son propre programme. Et ça te permet en fait de réfléchir, de vraiment, voilà, de vraiment te dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te faut rajouter par rapport à l'expérience que j'avais, et puis voilà, des choses comme ça. Donc, et ça permet de réfléchir à plein de choses. Donc voilà, je regrette pas du tout. Peut-être la seule chose que je regrette là-dedans, c'est que arriver aux échéances terminales, et ben de pas reprendre un entraîneur pour pouvoir m'accompagner jusqu'à la fin. Et c'est là où cette année, en fait, je suis super content parce que jusqu'à fin 2021, et ben j'étais tout seul. Et arrivé en 2022, je demande à Laetitia Parage, la femme de Fred, de me prendre en charge, voilà, de s'occuper de moi, de faire mon programme. Et du coup, bien sûr, avec Letty, en fait, elle s'occupait des descendeurs et je sais que c'est la femme de Fred, donc du coup, qu'ils ont un peu le même état d'esprit avec Fred, que ils vont discuter ensemble de ce qu'ils vont devoir, ce qu'elle va devoir me faire comme programme à l'entraînement. Donc, en fait, j'ai entièrement confiance. J'ai confiance à 200% en Letty. Et en fait, bah, c'est là où je me rends compte que mon choix était vraiment bien parce que bah, sur l'échéance terminale, j'arrive au championnat du monde détendu sur le programme en me disant bah voilà, je me pose pas de questions et du coup je gagne. Donc ça me rassure aussi là-dessus. Donc c'est pour ça euh, que d'avoir quelqu'un aussi et d'avoir un petit suivi, surtout sur l'échéance terminale, bah, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Mais avant, et ben aussi de faire un peu son propre programme, ça permet aussi de se poser plein de questions, de rencontrer des gens, d'aller voir
d'aller voir des sites internet, d'écouter des podcasts, tu vois, voilà, et pour prendre des infos et voir ce qui va et ce qui va pas. Mais je pense que la plupart du temps, quand on part dans une idée et que on pense que c'est la bonne, enfin, pour moi, j'ai tendance à dire que c'est la bonne. Bah oui, la bonne décision, c'est celle qu'on prend. Ça, je suis bien d'accord. Oui, voilà, la bonne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, c'est même si ton voisin il va te dire que faire de la force endurance c'est pas bien, mais que toi tu es sûr que c'est bien, et ben en fait, à mon avis, c'est super. Si tu es à fond là-dedans et que ben voilà, il y a des choses. Bon, bien sûr, il faut que ce soit logique, mais voilà, à des moments, je me dis quand on est à fond dans un truc, et puis surtout qu'on veut découvrir des nouvelles choses. C'était aussi JP qui m'expliquait ça et je trouvais ça super intéressant. En fait, pour progresser, à un moment, tu vois, tu veux progresser sur ta technique, bah tu te dis tiens, j'aimerais bien progresser la technique, penser à ma main sup, que ma main sup elle tienne, d'avancer ma hanche, voilà, des choses comme ça. Il faut que je travaille absolument ça. Et en fait, JP disait, mais non, en fait, pour que tu progresses techniquement, il faut que tu changes tes habitudes. C'est-à-dire que peut-être il faut que tu changes d'endroit de vivre, que tu changes de copine, que tu changes d'études, que tu changes. Et en fait, le fait que tu te mettes à une autre discipline, que tu fasses, j'en sais rien, de la boxe tous les mardis et vendredis soirs. Et en fait, le fait de changer de tes habitudes, eh ben, elles peuvent te faire changer des points techniques. Et du coup, tu peux progresser là-dessus. Et donc, voilà. Ah, mais je suis assez d'accord parce que c'est sûr que une fois que tu as fait 20 ans de kayak, c'est rare que ce soit en continuant, en persévérant dans le truc, que ça t'apporte, Non, ouais, tu vois, ouais. parce que tu as déjà testé plein de trucs, tu as déjà changé plein de fois de bateau, tu as déjà changé Oui, de pagaie plein de fois, tu as déjà changé de plan d'eau sans arrêt, tu as déjà changé de ouais. partenaire, donc forcément, tous les petits trucs qui peuvent te faire 0,01%, si tu vas les trouver peut-être en faisant une autre activité que tu vas apprendre. C'est une bonne réflexion quand même, hein. C'est sûr que Non, c'est ça. Après, ouais. comme Après, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu comme enrichir la base entre guillemets. T'enrichis la base, tu l'élargis un peu et forcément peut-être que tu vas un peu plus haut ensuite quoi. ouais, bah oui, oui, exactement. Ah, je vois bien l'idée, c'est bien. Je reviens avant de parler de ton titre de champion du monde de cette année. Qu'est-ce qui fait que tu quittes Toulouse? Qu'est-ce qui fait que je quitte tout? Eh ben, je pense que c'est le côté où j'ai envie de changer d'air. Voilà, Toulouse, j'y vois plus trop l'intérêt d'y rester. Je suis loin de l'Ardèche. J'aime bien quand même être proche de l'Ardèche. Et du coup, avec ma copine, on décide de se rapprocher un peu plus de l'Ardèche. Et du coup, elle arrive à trouver un travail à Lyon. Et du coup, bah, on part sur Lyon. Et on repart à Lyon. Et toi, qu'est-ce que tu fais à Lyon? Est-ce que tu retrouves un groupe d'entraînement? Est-ce que tu bosses aussi à ce moment-là? Eh ben moi en fait ouais alors moi je bosse moi je suis auto-entrepreneur dans l'activité d'encadrement de kayak donc voilà c'est pour ça que je veux me rapprocher de l'Ardèche pour enfin faire plus d'accompagnement dans les gorges de l'Ardèche donc plutôt sur la saison estivale mais après, et après de temps en temps, le comité départemental, là, Tom Barr et tout, des fois m'embauche pour faire des stages avec les jeunes. Donc voilà, donc c'est pour ça que on décide de se rapprocher un peu plus d'être dans la région et de se rapprocher de l'Ardèche. Et après à Lyon, eh ben je découvre un groupe d'entraînement, mais plutôt de filles, on va dire, puisqu'il y a les filles qui font de la course en ligne, mais il n'y a pas d'athlètes, enfin il n'y a pas de garçons ou s'il y a Félix Bouvet qui fait de la, mais lui il faisait plus de descente, donc du coup on fait plutôt les muscles ensemble. Mais je me retrouve beaucoup avec ce groupe de filles à l'entraînement. Ok. Et est-ce que ça, justement, comparativement à Toulouse, c'est pas un frein pour toi dans ta progression? De t'entraîner Et presque ben, toujours tout seul ou tu vois, d'être vraiment devant sur les grosses et séances? ben en fait, et ben en fait, c'est là où j'ai la chance aussi
de partager en fait des stages avec des super copains qui vont super vite en kayak, dont voilà Étienne Hubert et il y a Cyril Carré aussi. Et en fait, c'est vrai qu'on essaie de s'organiser pas mal de stages à droite à gauche, à se regrouper, à se faire des petits regroupements. Et puis eux, c'est vrai qu'en 2020, voilà, ils préparaient, enfin 2019, 2020, ils préparaient à fond leur K2 pour les Jeux. Et du coup, moi, à chaque fois, je leur disais, bah, dès que vous partez quelque part, je veux bien venir avec vous. Au pire, à des moments, je tiens la caméra et tout ça. Et c'est vrai que bah, j'ai partagé pas mal de stages avec les deux. Et ça, bah voilà, c'est super bien parce que quand tu fais des séances en K1 avec eux, ça allait super vite et c'était super intéressant. Et après, le reste du temps, bah, je me retrouvais un peu seul à Lyon, mais tu vois, c'est là où eh ben, j'étais avec les filles, mais eh ben, je me rends compte que eh ben, c'était aussi intéressant parce que je sais que cette année, j'ai pas mal navigué, tu vois, avec un frein ou des choses comme ça. Et du coup, tu vas à la même vitesse que les filles. Et ça t'aide à, bah voilà, ça fait aussi un peu de la confrontation. Et enfin, j'ai trouvé ça intéressant à faire. Donc voilà. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te Enfin, demander, est-ce que tu fais comme Vincent Le Crubier quand ils s'entraînaient tous en groupe dans son club à mettre un frein pour être tous à la même vitesse? bah ouais, voilà, c'est euh, un peu ça. Et en fait, c'est un peu ça. Et du coup, tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, où les muscles un peu les muscles ben, de puissance et tout, ben, et j'ai essayé de les faire plutôt en bateau et tout. Et après, je faisais mes circuits training. Mais c'est vrai que voilà, avec ce groupe de filles, et ben c'était plutôt intéressant parce que même tu vois, tu fais du K2. Je sais que j'ai fait quand même de pas mal de K2 avec elle. Et moi, je trouve en fait, eh ben c'est un moment que tu partages qui est sympa parce que du coup, elle, eh ben, de monter avec un garçon, bah, ça lui donne un plus. Nous, ben, de toute manière, qu'on soit avec, que ce soit une fille ou un garçon qui soit dans le bateau, au bout d'un moment, tu vas forcer de la même manière. Et donc voilà. Et puis après, tu peux aussi travailler des choses un peu différemment. Et donc non, j'ai bien aimé ce côté-là de partage. Même si c'était pas des athlètes qui allaient plus vite que moi et qui étaient plus forts que moi. Donc voilà. et j'ai cru comprendre, peut-être que j'ai mal compris, mais quand j'ai fait mon stage à Marcillac, sur Marco et Amandine, il y avait Capucine, donc qui s'entraîne à Lyon, et j'ai cru comprendre que c'est toi qui t'occupais de faire un peu les planifs aux filles. Oui. Et oui, ouais, voilà. C'était là-dessus où je voulais rebondir tout à l'heure. C'était que ce qui était aussi intéressant, le fait d'être à Lyon, c'est que ben je me suis occupé de l'entraînement en fait des filles et donc Capucine et voilà et je trouvais que c'était aussi super intéressant. Même pour moi, en fait, ça me permettait déjà aussi de réfléchir à l'entraînement et puis aussi, et voilà, et aussi bah, d'apporter mon expérience et voilà un peu mon expérience. Mais après, voilà, c'est quand même pas facile. Mais c'était enfin c'est quand même super intéressant. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de partager de partager le côté entraînement avec des jeunes et et voilà. Est-ce que c'est ta première expérience entre guillemets en tant qu'entraîneur? Ah oui oui complètement ouais. De suivre comme ça un groupe tout au long de l'année. Ouais, c'était la première fois que je faisais ça. Alors après, c'est pareil. Je, ce que je faisais, c'était je faisais surtout le programme et je faisais le programme et après je montais pas forcément. Enfin, je faisais pas beaucoup de retours techniques avec elle, mais à des moments je montais sur l'eau avec elle et c'est là où je faisais la séance avec elle et du coup je mettais un frein et tout. Et sur l'eau, bah, je pouvais de temps en temps faire des retours techniques. Mais voilà, le but, c'était aussi surtout de faire le programme,
voilà, ce qu'elles sachent ce qu'elles avaient à faire tous les jours. Et après, le côté retour technique, c'était plus quand moi j'avais un peu le temps et que je pouvais être sur le bord, voilà, je le faisais. Mais sinon, elles étaient toutes seules. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose à l'avenir que tu aimerais faire un peu plus, justement, d'entraîner? Je sais pas. Je sais pas encore. C'est le problème de l'entraînement, c'est qu'après je me rendais compte que ça prenait beaucoup de temps. Là, ça va que bon, t'es juste sur ton ordinateur à faire de la programmation et voilà. Mais après, quand tu dois être au quotidien avec elle, et puis après partir sur des stages, sur des compétitions, sur des trucs comme ça, c'est vrai que c'est un autre mode de vie, mais pourquoi pas, hein. Ouais, j'ai fait un peu des études au début. Après, le tourisme, ça m'intéresse bien aussi, le fait de vivre en Ardèche et tout. Donc, il y a ça aussi. Je sais pas encore. Vraiment, c'est un truc que je verrai après ma carrière sportive, si je pars là-dedans ou pas. Qu'est-ce qui fait que tu te remets à la descente en 2022? Est-ce que c'est le fait que ce soit en France? Et ben en fait, ce qui fait que je pense que c'est une des parties. C'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait aussi, en 2021 là en course en ligne, voilà, ça passe pas encore. Et là, je me dis bon, Quentin. En course en ligne, ça veut pas passer. Tu n'arrives pas à vraiment, voilà, ça veut pas passer. Donc peut-être de se donner un peu un nouveau challenge et la descente, ça en faisait partie. Je m'étais dit voilà, c'est vrai qu'il y a les championnats du monde sur la Vézère. Pourquoi tu pourrais pas te dire là pendant un an, t'es à fond là-dedans et après, ça peut trouver un nouvel air pour les années qui suivent pour la course en ligne. Donc du coup, je me dis allez, je vais essayer de faire la saison en descente. Donc du coup, je fais les championnats de France à Bourg-Saint-Maurice. Les championnats de France, je fais cinquième, mais à 2 secondes de la deuxième ou voire de la première place. Enfin, on est hyper serré tous les kayakums. Donc je me dis ça va, je suis un peu dans le move, ça peut bien se passer. Mais le problème, c'est que c'est la Vézère, les championnats du monde. Et la Vézère, c'est une rivière que je connais pas du tout et qui est vraiment difficile à naviguer. Et donc en octobre, je pars aux Coupes du Monde sur la Vézère parce qu'il y avait une Coupe du Monde et du coup il y avait des lâchers d'eau et du coup on pouvait faire les descentes. Et du coup, j'y vais avec. D'ailleurs, il y avait Manon et Sarah qui sont venus aussi s'entraîner là-bas. Donc, on a fait des descentes ensemble. Et en fait, c'est là où, pour moi, c'est la première fois que je découvre la rivière. Et là, j'ai vraiment de la chance parce que je découvre la rivière avec l'un des meilleurs navigateurs, c'est Félix Bouvet. Donc, je fais au moins 5-6 descentes derrière lui qui en vaut une vingtaine. Donc du coup, j'apprends les passes au bout de 3 jours. Je connais quasiment toutes les passes là où il faut passer. Et en fait, je découvre vraiment cette rivière qui est magnifique et en fait qui est trop bien. Et je tombe un peu amoureux de cette rivière. Et je me dis allez, Quentin, là, tu te prépares à fond pour les championnats du monde. Et voilà, c'est d'où le déclic pour préparer les championnats du monde. Ok, et est-ce que là, on peut dire que cette année, tu as atteint ton rêve d'être champion du monde de classique, vu que le sprint n'est pas de la descente? Ouais. Non. C'était avant. Après, quand j'ai gagné le championnat du monde de sprint, je me suis dit, mais trop bien, t'es champion du monde de sprint. Et ça y compte beaucoup. Enfin, voilà, c'était quand même un titre qui a été très, très important pour moi. Et bien sûr, là, tu gagnes la classique. Enfin, je pense que j'y croyais pas forcément. Enfin, j'y croyais pas. Si, quand tu prends le départ, tu y crois. Enfin, t'as envie de le devenir, mais
pour moi, et les autres, il y en avait d'autres qui étaient meilleurs, dont Maxence. Enfin, Maxence, pour moi, ça faisait partie le grand favori. Enfin, voilà, même Félix, en fait, je savais qu'il était très fort. C'était tout au long de l'année, c'était chez les Français, c'était les deux seuls qui avaient réussi à me battre sur des courses. Bon, et c'était sur la Vézère. Donc, pour moi, je savais que j'étais très fort au niveau de la classique et physiquement et tout ça. Mais la Vézère, je savais que c'était une rivière où techniquement, il fallait être très, très, très fort. Et moi, techniquement, je suis un peu moins bon qu'eux. Je la connais un peu moins bien. Et du coup, voilà, de la gagner, c'est des fois j'ai du mal à le réaliser, mais à y croire. Mais c'était un rêve, pareil, de tout petit, parce qu'en plus, je me souviens en 2000, j'étais allé au championnat du monde pour aller voir Michael Fargier, qui était pareil, sa rivière, qui avait préparé cette rivière, qui devait être champion du monde, on va dire en quelque sorte. En fait, il passe complètement à côté. Et donc, mais moi, j'étais petit, j'avais 12 ans et j'étais allé voir ces championnats du monde. Voilà, c'était la fête, il y avait du monde, c'était trop bien. Et du coup, de gagner 22 ans après, ben voilà, c'est que du bonheur. Est-ce que ça signe la fin de ta carrière en descente? Non, après, j'ai toujours du mal à dire. Enfin, j'en sais rien si je vais arrêter la descente ou pas. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, on sait pas encore où est-ce que c'est les championnats du monde. Peut-être que ça sera sur une belle rivière et je me dirai, allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je sais pas comment on pourrait mieux faire que de gagner une classique sur la Vézère en France. S'il y a un championnat du monde en Ardèche entre Vallon et Cham, là peut-être je m'y remettrai. Non, je rigole. Mais non, c'est vrai que là, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner en course en ligne, si je prépare bien cette année-là, avec plus peut-être une préparation, tu vois, ciblée sur du 500 mètres, tu vois, un peu plus de muscu, un peu plus de vitesse de bateau, qui à mon avis peut être une bonne chose pour préparer le 1000 mètres, pour aller vite en 1000, mais voilà, de plus se recentrer sur le 500 pour prendre un peu plus de masse musculaire et être moins sec, parce que maintenant aujourd'hui voilà, j'ai réussi à devenir hyper sec, mais peut-être trop sec, et j'aimerais être un peu plus costaud, voilà, pour être fort au moins en 500 mètres. Donc voilà, ça va être des nouvelles pistes, un nouveau défi cette année à relever, et une nouvelle méthode d'entraînement à découvrir. Quel pagaie tu utilises en course en ligne comparativement à celle de descente? Eh ben, alors en course en ligne, j'utilise une Bradshaw 1, la S-Mine. La S-Mine, c'est plus petit que la mine, hein, c'est ça? Ou c'est Je suis pas familier des bras de chat, mais Ouais, la Bradshaw 4 en 780, ouais, voilà, enfin la petite Bradshaw 1, pardon, la Bradshaw 1. Et après en descente, j'utilise la Bradshaw 4. En fait, parce que la Bradshaw 4, elle ressemble beaucoup à la Bradshaw 1. Et du coup, je voulais en fait garder un peu la même forme de pagaie pour quand je switch en fait descente, j'ai ma Bradshaw 4 et course en ligne ma Bradshaw 1, et du coup ça reste quand même la même forme de pale qui passe dans l'eau. Mais t'as une 780 aussi en descente? Non, en descente c'est une 735. Ok, et au niveau des longueurs, t'as combien d'écart entre les deux pagaies? Et au niveau des longueurs, il y en a une, la course en ligne, elle est en 2,19, et la descente, elle est en 2,9. Ok, t'as 10 cm. De 8,5. Ouais, il y a 10 cm, un peu plus de 10 cm. Et ouais. Donc voilà. Ah ouais, c'est c'est intéressant de regarder pratiquement la même forme entre les deux. Ouais, en fait, parce que quand même, là, tout au long de l'année, enfin,
Attends, regarde, j'ai peut-être ça. À un moment, j'ai calculé mes kilomètres et je crois que en descente, j'ai fait ah non, quoique j'ai plus fait en descente, j'ai fait 2000 kilomètres et en course en ligne, tu vois, 1600 kilomètres. Ouais. Sur une année, c'est Donc, ça ton volume? C'est à peu près 3600 kilomètres? Ouais, sur une année. Ça Ouais, fait à quoi? peu près 4000. Ok, 4000, alors ça Parce fait qu'il y quoi? a du surf ski, tu vois, il y a du surf ski aussi. Il y a à peu près 300 kilomètres de surf ski. Mais voilà, après, tu vois, il y a voilà, c'est à peu près sur une année, de septembre à, c'était quoi, là, ça va jusqu'au mois de juin, Ah jusqu'au ouais. 5 juin, il y avait 4000 kilomètres. Ouais. Ah ouais, Donc, voilà. en fait, tu fais à peu près, pour ceux qui nous écoutent, ça fait à peu près 100 kilomètres par semaine. Ouais. Ah oui, oui, ouais, ben, je... Ah ouais, ok. Ok, bah, t'aimes bien Alors naviguer. après, ouais, alors après aussi en descente, des fois les kilomètres ils sont plus, c'est des kilomètres faciles on dit, hein, parce que quand tu fais la descente des gorges l'hiver, tu vois, tu fais 1 heure et demie et t'as fait 31 kilomètres. Hein. Enfin voilà, il y a Ouais, avec ouais. de l'eau vive. Des fois les kilomètres ils se font assez facilement. Le surf ski, tu vois, pareil, en surf ski, quand tu fais un stage en Guadeloupe, tu fais quasiment 250 kilomètres en 10 jours. Hein. Donc voilà, donc après, c'est vrai que pour moi, il fallait faire des kilomètres. J'avais l'exemple, pour aller vite en classique, j'avais l'exemple un peu de Rémi Pété. Et pour moi, Rémi Pété, c'était un fou des kilomètres. Et il faisait des kilomètres en bateau. Et j'ai voulu un peu faire la même chose. Et voilà, je pense que c'était plutôt gagnant pour y Ah arriver. ouais. Tu disais tout à l'heure, au 500 mètres, tu voulais reprendre un peu de force et un peu de masse musculaire. Tu penses que c'est ça qui te limite sur un 500 mètres aujourd'hui? Eh ben, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je me dis aujourd'hui, si j'arrive à faire un peu plus de muscu, d'avoir des biceps un peu plus gros et des pecs un peu plus gros, ça pourra peut-être m'aider à chercher des pointes de vitesse un peu plus élevées. Je sais pas trop. Après, j'ai vu, c'est quand la dernière fois, je discutais avec Manon Austin. C'est en fait elle m'avait raconté que tout l'hiver, elle avait fait beaucoup de muscu et voilà. Et aujourd'hui, on voit le niveau qu'elle a, que ce soit en course en ligne, que ce soit en descente. Et puis même voilà, elle a quand même pris un peu de masse et ça va vite. Donc peut-être moi ça y est, je pense les kilomètres en bateau, la technique, j'ai ça, mais maintenant ça va être de réussir à transmettre cette technique sur le bateau et pour ça peut-être de passer par du volume de force, ça peut être plutôt intéressant. Et puis même dans ma tête, vas-y. Non, j'allais dire, la dernière fois, je parlais avec un copain justement de ça, et on se demandait s'il y en a qui faisaient, et peut-être que tu fais pas, peut-être ça peut être une idée. Par exemple, tu fais une série de tirages planches, et tout de suite après, tu sautes dans ton bateau pour transférer, tu vois, faire vraiment comme ils font des fois en athlée, ils faisaient des séries de quarts de squat, et hop, ils font un sprint juste derrière, tu vois, pour vraiment qu'il y ait le transfert presque instantané, tu vois. Ouais, bah alors ça, moi, je sais que ça, je fais pas trop, mais c'est vrai que ça peut être un truc intéressant. Alors après, moi, la plupart du temps, quand je fais des muscu, derrière, je fais toujours un peu un transfert en bateau. Mais tu vois, c'est du coup 10 minutes après ta séance de muscu. C'est pas juste après. Mais oui, après, il y en a qui font. Moi, je me souviens, Benoît Péchier, il faisait du slalom. En fait, il emmenait sa barre de développé couché et son banc de développé couché en fait en bas au bord du bassin. Il faisait son exercice en slalom, il sortait du bateau, il soulevait ses 150 kilos, parce que lui, il soulevait lourd en muscu aussi. Et voilà, et c'était une manière d'entraînement, je pense. Mais après, Ok. je sais pas. En fait, moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça me donne envie de faire
pas mal de muscu. Là, alors, j'ai continué à faire un petit peu du bateau là jusqu'au championnat de France aussi pour pas arriver au championnat de France, même si ça va être quand même super dur et je pense que je vais me prendre une branlée, mais c'est pas grave. J'y vais pour le plaisir. Mais après les championnats de France, tu vois, aussi moi, j'ai un petit peu envie de faire de la muscu, tu vois, d'aller dans une salle et se faire du développé couché, des tractions, des choses comme ça. Et au fond, voilà, ça me donne envie d'en faire. Et je sais pas si ce sera utile, si je vais garder ça, mais je pense que des fois aussi, il faut faire sur l'envie du moment. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, faut bien que tu testes des hypothèses parce que là, sur l'eau, sur l'eau, c'est déjà pas mal. Donc, faut bien que tu testes des choses voilà, pour voir où ça en est. Mais bon. Après, c'est aussi, en fait, moi, ce qui me fait toujours peur avec la muscu, c'est que j'ai peur de si je fais par exemple beaucoup de force ou de puissance, vu qu'après j'aime bien quand même faire du bateau, faire des kilomètres en bateau, ben j'ai peur en fait que tout ce que j'ai fait ça serve à rien. Et du coup t'arrives, tu vois, parce que par exemple en septembre, ben, t'as la Lyon Kayak, au mois d'octobre t'as les championnats du monde de surf-ski, au mois de novembre t'as le marathon de l'Ardèche. En fait c'est des courses, tu vois, sur lesquelles j'ai aussi envie de préparer un petit peu. Et du coup, pour ça, eh ben, il faut faire un petit peu des kilomètres en bateau. Donc, si tu fais des kilomètres en bateau, mais à côté, tu as fait de la muscu à gogo et tu fais des kilomètres, tu vois, est-ce que c'est vraiment judicieux, utile ou voilà. Ou est-ce qu'il faut faire des choix et te dire, ben voilà, ces courses-là, tu vas pas les faire ou tu seras pas du tout performant et tu pars à fond dans un cycle de muscu. Ou alors, voilà, c'est des choix, mais c'est peut-être des choix qu'il faut faire qui sont pas faciles mais moi aussi je suis pour le côté il faut se faire plaisir, il faut s'amuser, il faut faire ce qu'on a envie et quand on fait voilà. Mais bon. Bien sûr, t'as deux réponses. T'as la question un peu physiologique où on sait qu'entre guillemets l'aérobie et la force ça peut se marier, mais la prise de muscle et l'aérobie ça se marie un peu moins, un peu moins bien quoi. Ou alors il faut laisser de mémoire. J'écoutais un podcast récemment d'un gars assez spécialiste qui disait qu'il fallait laisser au moins 7 à 8 heures entre les deux séances, tu vois, si tu visais l'hypertrophie, donc la prise de muscle, après une séance un peu aérobie, donc tu vois, donc ça veut dire que tu entraînes peut-être je sais pas à 9 heures en bateau et puis tu entraînes à 18 heures en muscu, tu vois, un truc du style ou l'inverse. Donc le mec expliquait ça. Ouais. Et après t'as la deuxième réponse qui est est-ce que la performance n'a pas une grosse part également de psychologie, et si tu te brides et que tu fais pas ce que tu as envie pour un objectif, est-ce que tu mets pas trop de pression et finalement t'es moins performant? Donc tu vois, il y a c'est difficile quoi. Mais non, c'est difficile, c'est ça. Et c'est tout le côté des fois faire des choix, voilà. Et puis et puis quand on fait des choix, il faut être à fond dans son choix. Hein, c'est juste ça. Mais à des moments, peut-être qu'aussi à des moments, il faut se forcer à faire un truc pour pouvoir passer un cap et après derrière, hop, te faire plaisir. Il y a aussi ce côté-là. Mais après, si c'est de l'aérobie, tu vas prendre de la force. Après, ça dépend comment tu vas t'entraîner pour ces courses. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Si tu te dépouilles pour aller gagner, oui, là, c'est sûr, c'est pas le même entraînement et peut-être que vu ton expérience, peut-être que prendre de la force va être plus dur. Mais, ça c'est sûr. Mais bon, aussi, moi, des fois, je me dis, est-ce que c'est utile de prendre, enfin, comme je te disais tout à l'heure, est-ce que c'est utile de soulever 140 kilos, tu vois, pour aller vite en kayak? C'est ça aussi. Ça dépend. C'est 140. Si c'est 140 au lieu de 100, tout le monde te dit oui. Si c'est 140 au lieu de 135, je pense que non. Je pense que ça change rien. Oui, ouais. oui, c'est vrai. C'est plus ça. C'est quelle est ta marge de progrès, tu vois, comme je disais tout à l'heure par rapport au perchiste ou autre. C'est si tu dois vraiment te dépouiller pour gagner 5 kilos sur ta barre, bon, je pense que le gain est faible. Si c'est pour gagner 20 kilos sur ta barre, là, c'est sûr que tu vas aller plus vite. Mais sinon, ouais, je vois. Ouais. Je me souviens, j'avais entraîné un cycliste assez connu sur piste, et lui, ça faisait 15 ans qu'il faisait les mêmes barres au squat. Donc il faisait 180 au squat, donc il était pas super fort. Et pour ses cuisses, mais en fait chaque année il allait plus vite en vélo, tu vois. Chaque année il allait plus vite en vélo, donc ça gênait pas, tu vois, ça gênait pas des masses quoi. Et donc en muscu, en fait il faisait que se maintenir, tu vois. À la fin il disait non, moi je vois que quoi que je fasse, sinon faut que je fasse moins de vélo
pour progresser en muscu, il dit bon bah c'est ça, vu que je progresse et puis bon à la fin il a quand même fait il a quand même fait des résultats assez exceptionnels donc. Ouais. Non mais oui, non mais c'est sûr que c'est comme tu dis, il faut trouver ce rapport un peu poids puissance, tu vois, de pas être trop léger, trop lourd et tu vois, moi je pense que là ces 3 dernières années, je pense que j'ai réussi à trouver un poids qui est aujourd'hui hyper stable et où en fait ça va vite en bateau et voilà et ce côté vite en bateau et ben c'est ce que je recherchais et je pense mais pour aller vite en course en ligne, peut-être qu'il faut que je retrouve pour aller vite en bateau, tu vois, en descente. Voilà, c'est ça. Mais pour aller vite en course en ligne, il faut peut-être que je rajuste en fait ce rapport poids puissance et voilà, et d'essayer de trouver cet équilibre là. Ouais. Après, tu peux essayer de prendre de la force sans prendre trop de poids, tu vois. Peut-être, je sais pas, j'ai une connerie, mais prendre 10 kilos sur tes barres et tu dis, je prends que 1 kilo de poids de corps, tu vois. Donc là, c'est sûr que tu vas aller plus vite. Oui, voilà. Ouais. Tu vois, ça peut être cette idée-là aussi, de se dire finalement, c'est pas tant la masse musculaire, c'est plus la force ou ce que vous appelez force puissance qui me manque. Et ça, tu peux gagner sans forcément prendre de poids, tu vois. Ouais. Donc, je vois. Mais ça sera peut-être un peu l'objectif, tu vois, du mois d'août-septembre, on va dire. Voilà. Bon, après, ça passe sur un dernier sujet qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'alimentation. Ça passe par le fait de pas trop manger non plus, parce que si tu manges beaucoup, que tu fais plein de muscu, bah forcément, tu prends du muscle, quoi. Non, ouais. Poids, quoi. Et tout à l'heure, justement, je finis là-dessus, tu parlais d'alimentation, justement, que tu avais été assez strict, tout ça, et puis après, pour le sprint en 2014, tu avais pris ça un peu plus à la légère. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention sur la performance? Est-ce que tu prends des compléments? Est-ce que tu manges très sainement? Tu évites des aliments transformés, tout ça? Non, sur mon alimentation, donc je suis plutôt gourmand, donc j'aime bien manger. Des fois, je me dis, est-ce que je fais du sport pour pouvoir manger, voilà. Mais après, en fait, je me suis rendu compte que je mange un peu moins de viande. Alors, je sais pas si tu vois, ça a fait une différence sur mon poids et des choses comme ça. Et après, je mange quasiment plus de trucs transformés. Et les seules choses que je mange qui est transformée, c'est le pain. Voilà, j'ai du mal à m'arrêter de manger du pain. Mais par contre, tu vois, vu que je mange pas mal de pain, je mange quasiment plus de féculents. Tu vois, tout ce qui est pâtes, riz, enfin des trucs comme ça, j'en mange quasiment pas. Mais voilà, je le remplace par le pain. Parce qu'avant, je mangeais des pâtes avec du pain, tu vois. Un bon mélange, quoi. Un bon mélange. Pâtes, un bon mélange. Et ça. Et après, je sais que bon, et je me suis rendu compte que aussi, tu vois, de se faire des assiettes un peu moins volumineuses, et ben ça m'empêchait pas j'arrivais à tenir, tu vois, sur les séances d'entraînement, même si à la fin de la séance, tu vois, t'as un peu faim, mais hop, tu prends un petit fruit ou une petite barre, voilà, pour apporter, tu vois, direct après l'entraînement. Mais voilà, maintenant, je me fais pas des énormes assiettes à remplir l'assiette, que ça déborde et tout. Et de réduire ce que tu manges, ouais, ça, je le fais. C'est ce que je fais. Je réduis. Je fais plutôt des petites assiettes que des grosses assiettes. Voilà. Et en termes de un complément alimentaire, est-ce que tu prends, je sais pas, des oméga 3, du collagène, des trucs comme ça? Non. Je prends de temps en temps un peu de l'algue verte là. La spiruline. La spiruline, voilà. Je prends de temps en temps un peu de spiruline, mais après non, je prends. J'ai du mal avec tout ce qui est poudre, protéines et tout ça là. J'ai du mal avec ça. Des fois, j'en achète, je me dis allez, je me lance et puis en fait, j'en prends 3-4 fois et après j'arrête. Non, je reste dans de l'alimentation de base. Après, je mange de tout, c'est-à-dire que je peux aller de la tartine de Nutella à voilà, mais fruits, tu vois. Ça c'est industriel et transformé, ça. Oui, après c'est oui, après le chocolat, j'ai du mal je mange pas mal de chocolat. Mais non, après je me fais plaisir. Enfin, j'essaie vraiment de me restreindre le moins possible de choses. Sauf voilà, c'est vrai que j'essaie de manger vraiment pas beaucoup manger de gâteaux ou de produits
transformer. C'est moi qui les transforme plutôt. Et bah ça marche. J'arrive au bout de mes questions, Quentin, pour cet épisode. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, je crois je pensais pas que j'allais aborder autant de choses. Eh oui, tu vois, j'avais dit que je te ferais parler. Non, ouais. Non, mais oui, mais à des moments, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de parler alors c'est super intéressant et puis c'est bien, mais des fois, c'est vrai que je me dis toujours, il y a des personnes que tu interroges qui pour moi sont des exemples ou qui pour moi ont enfin c'est. Ouais, mais bon, c'est pas tous les jours qui disent des choses qui disent. Non, mais qui disent des choses bien plus intéressantes que moi. Moi, je sais pas si tu vois les choses que je dis, c'est vraiment intéressant. Alors certes, mais voilà. Après, il y en a que tu as interrogé qui sont vraiment intéressants. Mais si tu arrives à interroger Fred, ça pourrait être vraiment. J'espère le voir au championnat de France de course en ligne s'il est là et le piéger avec mon micro. D'accord. Oui. On verra. De toute façon, on se voit bientôt et puis peut-être au plaisir sur l'eau un coup. Et du coup, toi, tu cours? Non, pas du tout. Tu cours les championnats de France? Pas du tout. Je viens en tant que bénévole. Voilà. Je viens voir comment ça se passe un peu de l'intérieur. Et puis, je vais m'entraîner de toute façon avant les courses et après les courses. Donc, je serai sur l'eau. C'est bien. Je serai sur l'eau, donc. D'accord. Mais en tout cas, si tu viens à Lyon et tout, pareil, il faut pas que tu hésites si on est là. Ou même si tu viens en Ardèche, je sais pas si tu as découvert t'as déjà fait la descente des gorges. Non, pas du tout. C'est une rivière qui est vraiment sympa à faire. J'ai jamais fait encore. Pas pour l'instant. Mais peut-être un jour. Occasion. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et super. Merci Quentin de ton temps. Et à très vite. Merci Rudy. Et puis à très vite, ça roule. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.